Bonjour, je tenais à remercier Gérard Morvan pour l'invitation et je vous remercie à tous de m'accueillir dans cette prestigieuse enceinte. Alors je remarque que je me suis trompé un peu sur le logo qui est dans votre site internet. Moi j'ai pris l'ancien, là. Mais la devise est la même, hein. Vérité dans la science, moralité dans l'art. Donc je vais vous parler du traitement percutané des doigts à ressaut avec une expérience de 350 procédures. Alors quelques généralités, c'est extrêmement fréquent, le doigt à ressaut, 2,6% de la population sera touchée dans sa vie. C'est plus fréquent chez les diabétiques, 10% des diabétiques. Chez les gens qui ont été opérés ou qui vont être opérés du canal carpien, 20%. Il y a deux pics de fréquence, un dans l'enfance et un peu plus tard. Les doigts les plus touchés sont le pouce et l'annulaire. Dans la très grande majorité des cas, il s'agit d'un problème d'inadéquation entre le calibre des tendons fléchisseurs et le calibre de la poulie A1. C'est ici que se passe le conflit. Ce conflit mécanique chronique aboutit à un épaississement, voire une métaplasie de la poulie A1 et à un épaississement des tendons fléchisseurs sous-jacents et notamment des fléchisseurs superficiels. Alors l'imagerie connaît bien, c'est bien faire le bilan de ces doigts à ressaut, notamment l'échographie, avec ici encadré de rouge cet épaississement hypoéchogène de la poulie A1, très bien visible. On peut également voir sur ces coupes sagittales cette plage de tendinose, ce nodule hypoéchogène avec perte de l'aspect fibrillaire qui vient se bloquer sous la poulie lors des manœuvres de flexion. Deux types de le traitement peut être médical, repos, orthèse, et quand ça ne suffit pas, infiltration de corticoïdes avec 40 à 93% de bons résultats, sans ou avec guidage échographique. Vous avez ici un exemple de guidage échographique. Et ça peut être la chirurgie à ciel ouvert, classique, avec de très bons résultats, ou percutanée, c'est ce que l'on va voir. Alors, est-ce que c'est possible de libérer avec une simple aiguille? Bon, on l'a déjà démontré par un travail publié en 2016 avec 60 cas, donc on a montré que c'était faisable. Le but ici, c'était d'avoir une plus grosse série, de montrer un peu plus les problèmes annexes, comment a évolué notre expérience et comment on a modifié un peu la technique, et quelles sont les nouvelles complications qu'on n'avait pas dans ces 60 premiers cas. Donc on a fait une étude cadavérique qui a été initiale, puis l'étude clinique, l'étude cadavérique. En préambule de cette étude, on a essayé de voir, après avoir disséqué une main, si avec une simple aiguille, on pouvait couper la poulie A1. Et vous voyez qu'après 2 passages, on arrive tout à fait à sectionner cette poulie de façon très simple. Pour l'étude anatomique elle-même, on a réalisé une procédure sur même cadavre sous échographie, 10 doigts d'un même cadavre. Et puis, après avoir fait cette procédure, on a disséqué pour voir exactement ce que l'on avait réalisé comme geste. Alors, est-ce que la résection est avec 2 questions. Est-ce qu'on a fait une résection sans risque? Est-ce que c'est sans risque pour le patient? Et que fait-on exactement? Est-ce qu'on a coupé, comme le chirurgien, la poulie? Donc on va tenter de répondre à ces 2 questions par l'étude anatomique. L'étude clinique, population de 300 patients sur 50, 350 doigts traités. Parfois plusieurs doigts sont traités dans la même session. Le critère d'inclusion, c'était un doigt à ressaut depuis plus de 4 mois. Recrutement par 4 chirurgiens, un peu plus d'hommes que de femmes, 61 ans de moyenne. Le doigt le plus représenté était le majeur, suivi du pouce. Alors on a classé les ressauts en 4 grades. 1, c'est le ressaut intermittent. 2, c'est un ressaut qui survient à chaque fois que le patient plie et étend le doigt, mais il arrive à faire céder ce ressaut par l'extension active. Le son, après. Vous avez, allez. Ouais. Mais ça marche. Ok. Ça, c'est un grade 3. Donc là, il va falloir l'autre main pour débloquer le doigt. Celle-là, j'aime bien. Voilà. Et un grade 4 où on n'arrive même plus à fléchir complètement le doigt. Allez-y au maximum. Faites ce que vous pouvez, maximum. Donc le nodule est tellement gros qu'il n'arrive même plus à passer sous la poulie A1. Donc voilà, 4 grades, c'est comme ça qu'on a évalué. Alors comment fait-on en pratique? Je vais vous lancer une vidéo qui est un petit tutoriel, comment on libère un doigt à ressaut. Alors, on va commencer par l'installation du patient. Le patient est allongé, main à plat sur une table. Alors, vous voyez, c'est la main gauche, donc il est dans ce sens-là. Une ambiance stérile, alors c'est presque du bloc, pas tout à fait, mais pas loin. Lavage des mains, un calot, un masque. On va faire une désinfection de la main du patient en 4 temps, selon le protocole de l'institution. Des champs stériles. Vous voyez que moi, au passage, au CHU de Toulouse, on a la chance de pouvoir s'habiller comme ça avec des casaques. Donc le doigt est placé comme ceci.
On habille la sonde avec un dispositif également stérile. Voilà, cette espèce de grand préservatif que l'on attache. Matériel utilisé est assez simple. Une aiguille de 5 cc avec une aiguille de 25G avec une seringue de 5 cc, une deuxième aiguille de 21G que l'on va courber de la façon suivante. Vous voyez, on la tord comme ça. Le but étant d'arriver à ce résultat, un biseau orienté latéralement. On verra un petit peu pourquoi juste après. Puis un corticoïde retard. Le geste lui-même. Donc on a un dernier coup de désinfection. On place une compresse là pour qu'il y ait le moins de doigts possible qui dépassent. Alors ma technique consiste à mettre un gros paquet de gel stérile, à placer la sonde pour avoir ce triangle noir que vous voyez en haut de l'écran qui va me servir à viser. Donc avant même de piquer le patient, je vais voir la direction que je prends. Donc là c'est l'anesthésie, et voilà, vous voyez, dans ce triangle noir qui est du liquide, je pique, je me mets en distalité de la poulie A1, j'injecte la xylocaïne à l'intérieur de la gaine et sur le trajet, et maintenant j'injecte directement la cortisone dès le début, là, une petite division, quelques gouttes de... Là c'était de l'hydrocortencil en l'occurrence. Puis on prend l'autre aiguille qu'on a préformée, on prend le même trou, ou alors on utilise toujours la technique du gel pad. Vous allez voir en direct ce que ça donne. Alors voilà, les patients ont tendance à contracter leurs mains. Et vous visez exactement de la même façon, vous allez passer sur le trajet de la poulie. Vous vérifiez dans l'autre plan orthogonal que vous êtes bien, vous voyez le petit point blanc en haut de l'image qui est sur la poulie, et une fois que vous êtes sûr de vous, vous faites ces petits allers-retours à l'aiguille, alors une dizaine ou un peu plus, on sent une résistance, on sent qu'elle va lâcher progressivement, ça il faut un tout petit peu d'expérience pour le sentir, et vous voyez, et vous pouvez tester en direct. Alors là, peut-être un minime accrochage, mais après, quand on va continuer à lui faire ça, voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus du tout d'accrochage son doigt, ça marche bien. Un petit pansement compressif, parce que pas mal de ces patients sont sous antiagrégants, ce qui n'empêche pas de faire le geste. Alors cas particulier du pouce, c'est beaucoup plus dur pour le pouce, pourquoi ? Parce que son orientation fait qu'on ne va pas être très bien pour réaliser le geste. Vous voyez, une double obliquité. Alors ça, c'est mon petit truc, donc je mets des compresses pour faire un petit barrage, pour caler le pouce. Ce petit barrage va servir à mettre le matelas de gel et il va rester en place, il ne va pas couler au fond et on va pouvoir avoir la même fenêtre que tout à l'heure pour viser sous échographie. Alors j'introduis l'aiguille pour faire l'anesthésie. Alors là je suis en train de regarder en même temps en échographie, on va voir juste après l'image d'écho. Je fais l'anesthésie, donc l'écho correspondante c'est maintenant, vous voyez, la partie distale de la poulie. Alors c'est un peu plus oblique, c'est un peu plus difficile de viser la poulie du pouce. Une fois qu'on a fait l'anesthésie, on passe avec l'aiguille qu'on a préformée comme tout à l'heure et on va viser. Merci. Et on va viser la poulie. Voilà, je reviens là. Donc on vise la poulie et on fait ces petits mouvements de va-et-vient sur cette poulie. Alors un autre mouvement qui est intéressant pour le pouce, c'est des mouvements d'ascenseur comme ça. Parce qu'à cause de l'obliquité, voilà, on peut arriver à passer dessous et à essayer de la sectionner comme ça. Alors, quels deux résultats en exemple ? Donc ça, vous voyez, c'est un grade 3. Il faut l'autre main pour le défaire. Donc ça, c'est avant. Et ça, c'est juste après, 5 minutes après. Vous voyez, il y a le petit trou est minuscule. Ça, c'est la même chose avec un pouce cette fois-ci. Elle peut ni fléchir, ni fléchir, ni... d'accord. Voilà, et là ça se passe bien, elle peut fléchir et étendre juste après. Alors, en pratique, il y a deux points clés, c'est l'orientation du biseau. Vous voyez, si vous voulez couper ce bois nettement et pas simplement le fendre, il va falloir que votre hache soit exactement perpendiculaire aux fibres. C'est exactement la même chose pour votre aiguille. Comme ça ne marchera pas, il va falloir qu'elle soit perpendiculaire aux fibres pour pouvoir bien les couper correctement. On va passer maintenant aux résultats en chiffres. Alors la résection de des poulies A1 dans notre série anatomique est-elle sans risque ? La réponse est oui. Aucune lésion des poulies A2, donc des poulies qui sont plus haut situées, qui donneraient une corde d'arc. Aucune lésion significative des fléchisseurs, pas de lésion des nerfs collatéraux et notamment des nerfs collatéraux du pouce. Que libère-t-on exactement ? Mais en fait, sur cette série cadavérique initiale, on n'avait pas d'expérience, on se rend compte qu'on n'a pas libéré de façon complète ces poulies. C'est à chaque fois incomplet, avec des rayures profondes, avec des entailles, mais pas une section comme le ferait un chirurgien.
Quels sont nos résultats sur l'évolution du ressaut? Vous voyez que juste après le geste, on a 90% de ressauts qui ont complètement cédé et 9% qui sont passés au grade le plus faible, grade 1, avec un petit ressaut intermittent. On a 2 échecs. À 1 mois, les résultats sont encore meilleurs, probablement potentialisés par la cortisone. Quelles sont les autres constatations cliniques? La douleur n'est pas exceptionnelle. On a 11% des patients qui ont quand même une douleur modérée après le geste. Ils n'ont plus le ressaut, mais ils ont une douleur. Et parmi ces 11%, un petit nombre, 1,7%, a une douleur plus importante. Et on a vu que ça correspondait à une ténosynovite qui n'existait pas avant notre geste. Les autres complications, récidive du ressaut, lésions cutanées, rupture tendineuse, corde d'arc, ne sont pas présentes. On a quelques ecchymoses, mais ça, c'est banal. Alors voici un exemple de 6 patients avec une ténosynovite de novo. Alors ça, c'est une infirmière anesthésiste. Alors elle était contente, son ressaut a cédé. Et 2 mois après, elle voit apparaître une douleur. Et en lui faisant l'écho, on tombe sur cette ténosynovite relativement inflammatoire. Donc vous voyez que ce n'était pas un truc local, c'est toute la gaine qui était impliquée. Alors c'est plutôt sur le versant liquidien, plus que sur le versant hypertrophique. Alors bien sûr, on a ponctionné un petit peu ce liquide qui était clair et injection de cortisone qui a permis de résoudre au moins partiellement le problème. Les patients sont satisfaits à 98% des cas. Question du prix maintenant. La chirurgie, vous voyez, on va se concentrer sur ces lignes. La chirurgie en France, c'est pas très cher si on applique ces tarifs sans dépassement. 83 € pour l'anesthésiste et 62 pour le chirurgien. C'est encore moins cher pour le radiologue. 10 € pour l'infiltration et 34 € pour l'échographie. Et l'arrêt de travail, alors c'est là que va se faire la plus grosse différence. Il y a 10 jours d'arrêt de travail, voire 3 semaines si le patient travaille dans la restauration après une chirurgie classique. Là, l'arrêt de travail dans notre procédure est une demi-journée. Il n'y a pas de soins à domicile puisque le trou fait 0,8 mm. En discussion, la procédure est rapide, 90% de résultats immédiats, 98% de patients satisfaits, et il y a peu de choses qu'on fait en radiologie qui semblent correspondre à un petit miracle, comme vous voyez ce bureau des constatations médicales de Lourdes. Mais là, c'est vraiment le cas. Et pour les patients, c'est magique, ils arrivent avec un truc. Ils n'ont même pas de trou et 5 minutes après, le problème est résolu. Il y a quand même des bémols. Alors, c'est 6 ténosynovites de novo qu'on n'avait pas sur la série des 60 qui a été publiée. Alors, une des hypothèses serait qu'on a changé de produit de cortisone. On utilisait l'Altime. On n'a jamais eu de problème sur les 60 avec l'Altime. En revanche, depuis qu'on utilise le diprostène, qui est un corticoïde particulier qu'il faut plus secouer, qui est moins homogène, on a vu apparaître ça. Alors, est-ce qu'en changeant, en prenant un autre plus liquide, on aurait moins de problèmes? C'est une des hypothèses et on travaille un petit peu là-dessus. Deuxième bémol, une difficulté technique pour le pouce qui correspond à un de nos échecs. La position est difficile et on peut parfois avoir le nerf interdigital qui surcroise la poulie à exactement l'endroit où on veut la couper. Ça, il faut faire attention parce que sinon, on obtient un petit névrome. Discussion, problème théorique. Est-ce qu'une libération incomplète, comme celle que l'on réalise, est suffisante à une amélioration clinique? Alors voici une petite expérience avec un papier inextensible et vous voyez qu'en faisant simplement des encoches, même sans le couper complètement, on arrive à l'allonger d'à peu près 10%. Autre argument pour balayer ce petit problème théorique, autant dans notre série cadavérique où les poulies étaient fines, on n'est pas arrivé probablement à toutes les couper, autant maintenant avec un peu plus d'expérience, avec des passages un peu plus soutenus, on arrive à ce type de résultat, c'est-à-dire une section complète. Là, c'est un patient qui était revenu à J7 pour douleur et on a montré que cette poulie était complètement sectionnée, la douleur était passée par la suite. Et autre argument, ça c'est une poulie opérée à ciel ouvert par un chirurgien qui l'a complètement sectionnée. Et vous voyez, on est 1 mois après et cette poulie s'est reconstituée. Donc peut-être que la section complète n'est pas indispensable. Comparaison à la littérature, alors Rajesh Waran en 2009 a montré avec une technique à peu près similaire, mais une aiguille plus grosse, qu'il avait 91% de bons résultats, donc on est dans le même veine. Jou, lui, a eu 100% de bons résultats, mais avec un crochet, quelque chose de plus gros, et une résolution des douleurs dans 91% des cas. Et nous avions ces résultats-là, 82% immédiats et 12% de douleurs résiduelles, mais 100% de satisfaits à 6 mois sur notre série des 60 patients. Donc ça s'est un petit peu amélioré sur le résultat immédiat actuellement. Alors les limites, un seul opérateur a réalisé la libération. On n'a pas testé le côté opérateur dépendant. Alors j'ai pris que mes cas à moi, même si d'autres dans le service font ce type de procédure. Et le suivi a été un peu plus court, un peu moins rigoureux que sur la série initiale.
Alors quelle place reste-t-il pour la chirurgie si un tel type de traitement marche? La chirurgie a quand même sa place pour les complications, on en a eu peu, ténosynovite qu'on a géré, phlegmon je n'en ai pas eu, mais j'ai le chirurgien avec qui j'ai développé la technique s'est mis à en faire, et il a eu un cas de phlegmon. Et autre intérêt, le grade 5. Alors c'est quoi ce qu'on appelait le grade 5? C'est quand on a un gros nodule comme ça, entre la poulie A1 et la poulie A2, ça bloque sous A1, ça ne peut pas passer, ça bloque également sous A2, ça ne peut pas étendre, et là, nous, on n'a pas le droit d'intervenir, parce qu'on n'a pas le droit d'aller couper cette poulie A2. Voici cet exemple. Donc le patient, ici est A1, donc ça bloque sous A1, ici c'est A2, il ne peut pas passer non plus sous A2. Donc là, on a eu la présentation clinique de ce patient. Donc il ne pouvait pas étendre, il ne pouvait pas fléchir non plus. Et là, le chirurgien a utilisé la technique de Leviette en sectionnant une bandelette latérale. Et vous voyez qu'en sectionnant cette bandelette latérale, il est arrivé directement, elle est ici sur le côté là, directement à obtenir une extension et une flexion tout à fait normale. En conclusion, la libération éco-guidée d'une poulie A1 dans le cadre d'un droit-ressaut est possible avec une aiguille de calibre 21G, c'est-à-dire 0,8 mm. La procédure est rapide, simple, sans risque, peu onéreuse. La reprise du travail se fait dès le lendemain. Le résultat est mécaniquement parfait et immédiat dans 90% des cas. Et le taux de satisfaction à un mois est de 98%. L'efficacité de cette libération anatomiquement partielle est probablement potentialisée par l'injection concomitante de corticoïdes. Une douleur résiduelle est toutefois possible dans environ 11% des cas et une ténosynovite de novo a été constatée dans 1,7% des cas. J'ai terminé cette partie, je vais enchaîner peut-être sur la suivante.